Fermez les yeux une seconde. Imaginez, vous êtes seul. La nuit est totale. Quelque chose bouge dans l'obscurité. Vous ne savez pas quoi. Vous n'avez ni griffes, ni crocs, ni fourrure pour survivre au froid. Juste deux mains et deux yeux grands ouverts sur un monde qui ne vous a rien promis. C'était ça, l'humanité à ses débuts. Une lueur tremblante sur une terre hostile. Et pourtant, nous voilà. Dans cet œil se lit toute l'histoire de l'humanité. La peur d'abord, puis la curiosité. Et enfin, quelque chose de plus rare encore. Le refus absolu d'accepter l'obscurité comme une réponse. Vous regardez cet œil et vous pensez peut-être, c'est juste un œil. Mais réfléchissez, cet œil a survécu à des prédateurs qui pesaient 200 kilos. Il a traversé des glaciations, des volcans, des famines. Il a regardé le feu pour la première fois, la mer pour la première fois, les étoiles pour la première fois. Et aujourd'hui, cet œil, le vôtre, le mien, est devenu un miroir d'or de 6 mètres de large, flottant à 1,5 million de kilomètres de nous, dans le vide absolu. Est-ce que vous réalisez ce que ça signifie ? De la pierre taillée au miroir d'or, de la grotte au cosmos. Il n'y a qu'un seul fil conducteur à travers tout ça, invisible mais incassable. Notre refus obstiné de laisser le monde sans réponse. Sur cette terre hostile, nos ancêtres n'étaient guère plus qu'une lueur d'espoir. Et pourtant, de cette fragilité absolue naquit une force que rien n'avait prévue. Nous avons lancé ce temple de métal à 1,5 million de kilomètres parce que notre besoin de sens a toujours précédé notre besoin de confort. Depuis la première nuit dans une grotte jusqu'à ce soir où vous regardez cette vidéo, nous cherchons nos racines dans le vide. Et cette quête, personne ne peut nous l'arracher. Il y a 2 millions d'années, dans cette blessure ouverte dans la chair du continent africain, une main saisit une pierre. Un geste qui dura peut-être 3 secondes. 3 secondes qui ont changé le destin de toute une espèce. Ce jour-là, Homo habilis signa avec la technologie un pacte dont aucun de ses descendants ne s'est jamais libéré. Un pacte irréversible. Un pacte que vous et moi honorons encore, chaque jour, sans même y penser. Car tailler la pierre, c'était déjà accomplir quelque chose de prodigieux. C'était voir ce qui n'existait pas encore. Imaginez la forme finale avant même qu'elle n'existe. Chaque coup porté sur la roche exigeait un esprit affranchi du présent, capable de se projeter vers demain, de vivre dans un futur qui n'était encore qu'une possibilité. C'est peut-être là, dans ce geste humble et révolutionnaire, que commença véritablement l'aventure humaine. Mais il y a quelque chose d'encore plus remarquable que la pierre taillée. C'est ce qu'elle implique, la coopération. Tailler une pierre, c'est un geste solitaire. Construire le James Webb a mobilisé 10 000 personnes, sur 3 continents, pendant 25 ans. 25 ans. Une génération entière consacrée à un seul rêve. 10 000 personnes, réfléchissez à ce chiffre. 10 000 personnes qui ne se connaissent pas toutes, qui ne parlent pas la même langue, qui n'ont pas les mêmes croyances et qui ont travaillé ensemble vers un seul but. Hier, certains montaient la garde pendant que d'autres chassaient. Aujourd'hui, certains calculent des trajectoires pendant que d'autres polisent des miroirs. La coordination sociale n'a pas disparu, elle s'est juste transformée en quelque chose de vertigineux. Et vous savez quoi ? C'est exactement pour ça que nous sommes encore là. La vie n'a jamais été une promesse. Elle a toujours été une épreuve. Et entre ce qui naît et ce qui survit s'étend un filtre d'une implacable rigueur, le filtre du hasard, du froid, de la catastrophe. Il y a 70 000 ans, le mont Toba explosa quelque part en Indonésie. Ce fut l'éruption la plus violente que notre espèce ait jamais connue. Les cendres obscurcirent le ciel pendant des années. Les températures s'effondrèrent, les forêts moururent. Et l'humanité entière, toute l'humanité, fut réduite à quelques milliers d'individus perdus sur une terre dévastée. Quelques milliers d'individus, peut-être moins. Imaginez, toute l'humanité, dans une seule petite salle. Vos ancêtres étaient là, les miens aussi. Chacun d'entre nous est le descendant de ces survivants. Chacun d'entre nous porte en lui l'ADN de ceux qui ont refusé de mourir. Est-ce que ça ne vous donne pas le vertige ? Le James Webb avait son propre mont Toba. 344 points de défaillance critique. 344 moments où tout pouvait s'arrêter. Un câble mal replié, un boulon mal serré, et 25 ans de travail, des milliards de dollars, le rêve de milliers de personnes, partaient en fumée à 1 million de kilomètres, sans aucune possibilité de réparation. Pendant 14 jours, le monde a retenu son souffle. 14 jours, moi j'ai suivi ça en direct et je vous jure, chaque matin en me levant, ma première pensée était pour ce télescope. Est-ce qu'il avait survécu à la nuit ? Est-ce que le prochain déploiement s'était bien passé ? C'est ça l'héritage du Mont Toba. Cette peur viscérale que tout s'arrête, cette conscience que la catastrophe peut surgir à n'importe quel moment. Nos ancêtres la connaissaient dans leur chair, nous on l'a vécu à travers un écran, mais l'angoisse, elle, était exactement la même. De cette fragilité consentie naît la résilience, non pas comme un don tombé du ciel, mais comme une conquête arrachée à l'adversité, centimètre par centimètre, génération après génération. Seuls ceux qui surent plier sans rompre, douter sans renoncer, adapter leur corps et leur esprit à l'incertitude parvinrent à traverser les âges et à porter jusqu'à nous, intacte, la flamme de leur lignée.
Pendant des millénaires, le feu fut l'ennemi absolu. Il dévorait tout, il consumait tout. Il réduisait en cendres ce que la vie avait mis des années à construire. Et alors, il y a environ 400 000 ans, quelqu'un fit quelque chose que rien dans l'histoire de la vie sur Terre n'avait jamais fait. Il s'approcha du feu, non pour fuir, pour regarder. Arrêtez-vous sur cette image une seconde. Un être humain, seul face à un incendie. Tout ce que son instinct lui crie, c'est de fuir. Et pourtant, il reste. Il regarde. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête à ce moment-là ? C'est exactement cette question qui me fascine, parce que ce geste, rester face à ce qui fait peur pour essayer de le comprendre, c'est l'acte fondateur de toute la science humaine. C'est pour ça que vous êtes en train de regarder cette vidéo ce soir. Homo erectus fut le premier à apprivoiser cette force que tout le vivant redoutait. Et ce moment marqua un tournant sans retour dans l'histoire de la vie sur Terre. Le feu apporta la chaleur dans les nuits glaciales. Il cuisit la nourriture, rendant les calories plus accessibles, nourrissant un cerveau qui allait grossir, complexifier, rêver. Il repoussait les prédateurs, il rassemblait les groupes autour de lui. Il créait quelque chose d'inédit, du temps libre. Et avec le temps libre vint quelque chose d'encore plus révolutionnaire. La contemplation. Pour la première fois dans l'histoire de la vie, un être pouvait s'asseoir, regarder danser les flammes et penser à autre chose qu'à sa survie immédiate. Est-ce que c'est là que les premières questions ont émergé ? Est-ce que c'est là, autour d'un feu préhistorique, que l'humanité a commencé à se demander d'où elle venait et où elle allait ? Le James Webb fait sienne la lumière infrarouge, celle que nos yeux ne voient pas, celle qui traverse la poussière cosmique comme si elle n'existait pas. Là où nos instruments précédents ne voyaient qu'obscurité, le Webb voit des étoiles en train de naître, des systèmes solaires à leurs premiers instants, la naissance des mondes. Nous ne fuyons plus les ténèbres, nous les explorons. Regardez ces deux images côte à côte, la même nébuleuse, mais dans la version infrarouge du Webb, derrière ce voile de poussière qui nous cachait tout depuis toujours, se cachaient des milliers d'étoiles que l'humanité n'avait jamais vues. Des soleils qui brillent depuis des millions d'années, invisibles jusqu'à ce jour. Comme Homo erectus qui perçait l'obscurité avec sa torche, nous perçons l'obscurité cosmique avec notre infrarouge. Même geste, 400 000 ans d'écart. Dans la contemplation silencieuse des flammes, quelque chose s'éveilla en nous. Une conscience, une capacité nouvelle à se voir soi-même dans le temps qui passe. Les premières questions sans réponse, les premiers rêves qui dépassaient la nuit. Ces flammes ont peut-être allumé en nous l'étincelle qui nous a conduits, des centaines de millénaires plus tard, jusqu'à contempler la naissance des étoiles. Il y a environ 300 000 ans, quelque chose d'extraordinaire se produisit dans le cerveau humain, une mutation. Discrète, invisible, mais absolument décisive, le larynx descendit légèrement dans la gorge. Et avec ce déplacement de quelques millimètres naquit la capacité à produire une gamme de sons sans précédent dans le règne animal. Naquit le langage. Et avec le langage naquit quelque chose que l'univers n'avait peut-être jamais connu auparavant. La possibilité de transmettre une idée à quelqu'un qui n'était pas là pour la voir. Pensez à ce que ça change. Avant le langage, si vous découvriez une source d'eau à 3 jours de marche, cette information mourrait avec vous. Après le langage, vous pouviez la raconter, la transmettre, et quelqu'un 100 ans plus tard pouvait encore trouver cette source grâce à vos mots. Le langage, c'est la première forme de mémoire collective. C'est le premier nuage de données de l'humanité. Et nous l'utilisons encore, en ce moment même, vous et moi. Car le langage ne s'arrêta pas aux mots. Il devint peinture sur les parois des grottes, les premières images que l'humanité laissa d'elle-même, il y a 30 000 ans. Il devint écriture sur des tablettes d'argile à Uruk, il y a 5 000 ans. Il devint livre, puis radio, puis Internet. Et aujourd'hui, il est devenu le signal infrarouge que le James Webb nous renvoie depuis l'aube de l'univers. Et voilà ce qui me donne des frissons dans le projet Webb. Ce télescope ne fait pas que voir, il parle. Il nous envoie des données, des images, des spectres atmosphériques, et nous les déchiffrons, comme nos ancêtres déchiffraient les traces au sol. Comme les premiers scripts déchiffraient les signes sur l'argile. Le langage a changé de forme, mais l'intention est exactement la même. Ne pas laisser l'inconnu sans réponse. Vous sentez le fil ? Ce fil qui traverse 2 millions d'années ? Cette révolution du verbe transforma tout. Elle permit à l'humanité de coopérer à une échelle inédite, non plus seulement avec ceux qu'on voyait, mais avec ceux qu'on n'avait jamais rencontrés. Elle permit de planifier au-delà de la saison suivante, d'imaginer des mondes qui n'existaient pas encore, de se souvenir de ceux qui n'étaient plus là. Le langage, c'est notre façon à nous de défier le temps. Et c'est exactement ce que fait le James Webb en ce moment. Il nous parle depuis le passé. La lumière qu'il capte a voyagé des millions, parfois des milliards d'années pour arriver jusqu'à nous. Quand vous regardez une image du Webb, vous regardez dans le passé. Vous entendez le murmure de l'univers à ses débuts. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus vertigineux que ça ? L'horizon a toujours été une invitation que l'humanité n'a jamais su refuser. Là où d'autres espèces s'arrêtaient, Sapiens continuait. Par-delà les mers inconnues, par-delà les déserts sans nom, porté par cette conviction obscure qu'il existait quelque part de l'autre côté du monde, quelque chose qui valait la peine d'être découvert. Il y a 50 000 ans, des hommes montèrent sur des radeaux de fortune et s'élancèrent vers l'Australie. Ils ne savaient pas ce qu'il y avait de l'autre côté. Ils y allèrent quand même,
Pourquoi? Par curiosité. Par cette soif que rien n'a jamais réussi à éteindre. Et vous savez ce qu'ils trouvèrent en Australie? D'autres humains, ou presque. Des cousins éloignés, des espèces comme l'Homo floresiensis, ce minuscule hobbit de l'île de Flores, pas plus grand qu'un enfant de 8 ans, qui avait développé ses propres outils, sa propre culture, isolé sur son île depuis des centaines de milliers d'années. Imaginez la scène. Deux branches de l'humanité qui se retrouvent après une séparation de plusieurs centaines de millénaires, et la question qui surgit naturellement, sommes-nous seuls dans cet univers, ou existe-t-il d'autres hobbits cachés dans les îles de l'espace? Car Sapiens, en colonisant le monde, s'adapta à chaque environnement avec une ingéniosité stupéfiante. Sa peau s'éclaircit dans les régions nordiques pour capter plus de vitamine D. Ses poumons s'agrandirent en altitude pour extraire l'oxygène raréfié des Andes. Son métabolisme se transforma pour survivre dans l'Arctique avec une alimentation quasi exclusivement carnée. La vie sculpta en nous des formes de résilience infiniment variées. Et aujourd'hui, nous cherchons à savoir si elle en a sculpté d'autres, ailleurs. Dans l'atmosphère d'une exoplanète lointaine, nous traquons aujourd'hui ce même murmure ancien, une molécule, un signal, la signature chimique d'un monde qui, peut-être, respire. Comme nos ancêtres déchiffraient une empreinte dans la poussière pour y lire toute une histoire, sa taille, sa peur, sa direction. Nous lisons aujourd'hui la lumière pour y chercher la vie. En 2023, le web a détecté dans l'atmosphère d'une exoplanète appelée K2-18b une molécule très particulière, le diméthylsulfure. Sur Terre, cette molécule n'est produite que par des organismes vivants, des algues marines principalement. Ce n'est pas une preuve de vie extraterrestre. Pas encore, mais c'est un murmure. Un signal faible à 120 années-lumière de distance. Et nous l'avons entendu. Est-ce que vous imaginez ce que ça signifie si c'est confirmé? Est-ce que vous imaginez ce que ça change pour chacun d'entre nous? Dans cet immense champ d'étoiles, chacune potentiellement entourée de mondes, se pose la question la plus vertigineuse que l'humanité ait jamais osé formuler. Sommes-nous seuls? Ou bien notre solidarité, notre curiosité, notre refus obstiné de l'obscurité, sont-ils partagés, quelque part dans l'univers, par d'autres yeux levés vers d'autres ciels? Il y a 30 ans, un autre télescope changea notre regard sur l'univers, Hubble. Lancé en 1990 avec un défaut dans son miroir, une erreur humaine, une catastrophe annoncée, il fut réparé en orbite par des astronautes au péril de leur vie. Et ce qu'il révéla ensuite dépassa tout ce que l'humanité avait imaginé. Dans une parcelle de ciel noir où l'œil nu ne voyait rien, absolument rien, Hubble trouva des milliers de galaxies, des milliards d'étoiles, un univers infiniment plus grand que tout ce que nous avions pu concevoir. Je me souviens de la première fois que j'ai vraiment regardé le champ profond de Hubble, pas juste vu, regardé. Chaque tache de lumière sur cette image, c'est une galaxie entière contenant des centaines de milliards d'étoiles. Et ça, c'est dans un coin de ciel grand comme un grain de sable tenu à bout de bras. Essayez vraiment d'intégrer ça, moi j'y arrive pas encore complètement. Et c'est peut-être ça, la plus belle chose que la science nous offre. Des questions tellement grandes qu'elles dépassent notre capacité à les saisir. Le James Webb est l'héritier de Hubble. Mais là où Hubble voyait loin, Webb voit plus loin encore, jusqu'aux premières lueurs de l'univers, jusqu'aux galaxies formées moins de 300 millions d'années après le Big Bang, jusqu'à l'aube du cosmos. Nous regardons aujourd'hui dans un temps si reculé que les étoiles que nous observons n'existent probablement plus. Nous voyons des fantômes de lumière, des échos du commencement. Des fantômes de lumière, ça me fait penser à quelque chose. Quand vous regardez le ciel étoilé ce soir, vous ne voyez pas les étoiles telles qu'elles sont maintenant. Vous voyez ce qu'elles étaient il y a des années, des siècles, des millénaires selon leur distance. Certaines de ces étoiles n'existent plus. Elles ont explosé, se sont éteintes. Mais leur lumière voyage encore. Elle arrive jusqu'à nous comme un message d'outre-tombe. Et le James Webb va chercher ces messages aux confins de l'univers observable. Il est notre archéologue du cosmos. 13 milliards 800 millions d'années. C'est l'âge de l'univers. Et nous, Homo sapiens, nous existons depuis environ 300 000 ans. Ce qui représente, si vous comprimez l'histoire de l'univers en une seule année, les 2 dernières secondes de la nuit du 31 décembre. 2 secondes. Et pourtant, dans ces 2 secondes, nous avons inventé le feu, le langage, l'agriculture, la musique, les mathématiques, la médecine et le James Webb. Le temple est antérieur à la ville. Avant même de savoir comment nourrir ses enfants, l'humanité savait déjà comment prier. À Göbekli Tepe, en Turquie actuelle, il y a 12 000 ans, des hommes dressèrent des colonnes de plusieurs tonnes sans aucune machine, sans aucune roue, sans aucune écriture. Ils le firent parce qu'ils en ressentaient le besoin absolu. Ce vertige sacré devant l'inconnu, cette soif de sens plus forte que la faim, est ce qui les força à inventer l'agriculture pour nourrir les pèlerins.
Le sacré créa la civilisation. La question créa la réponse. Et voilà ce qui me semble être la vérité la plus profonde de toute cette histoire. Ce n'est pas la nécessité qui a fait avancer l'humanité, c'est le désir de comprendre, le désir de voir plus loin, le désir de ne pas rester seul face à l'obscurité. Göbekli Tepe n'était pas utile, le James Webb n'est pas utile, pas dans le sens immédiat du terme. Mais nous les avons construits quand même, parce que nous ne pouvions pas ne pas les construire, parce que c'est ce que nous sommes. Mais ces temples ont aussi une autre leçon à nous enseigner. Uruk, la première grande ville de l'histoire, fut abandonnée. Ces murs qui protégeaient l'abondance attirèrent aussi la guerre. Et ces ruines dorment aujourd'hui sous le sable, silencieuses, oubliées. Göbekli Tepe lui-même fut délibérément enfoui par ses constructeurs, recouvert sous des tonnes de terre, comme si ces bâtisseurs avaient voulu protéger leurs secrets sacrés de ce qui allait venir. Nos plus grandes créations peuvent aussi devenir nos plus grands silences. Ça me fait penser au James Webb. Dans quelques décennies, ce télescope sera hors service, ses gyroscopes s'useront, son carburant s'épuisera, et il dérivera seul dans le noir absolu à 1,5 million de kilomètres de nous. Continuons peut-être à recevoir la lumière des étoiles sans personne pour la déchiffrer. Un miroir d'or qui ne reflètera plus que l'obscurité. Est-ce que ce sera notre Göbekli Tepe à nous, notre secret sacré abandonné dans le vide? La longue marche depuis la savane touche peut-être à sa fin. Ou peut-être n'est-elle qu'à son commencement. Nous sommes créateurs et destructeurs, rêveurs et guerriers, fragiles et obstinés. Nous avons survécu au froid, à la faim, au volcan et au vide. Nous avons taillé la pierre, apprivoisé le feu, traversé les mers, inventé les mots, bâti les temples et lancé des miroirs d'or vers les étoiles. L'héritage de millions d'années repose entre nos mains. Et lui seul nous appartient vraiment. Ce télescope flottera là-haut pendant encore des décennies à scruter l'aube de l'univers long après que nous serons partis. Il regardera encore. C'est peut-être ça, notre plus belle définition. Nous sommes l'espèce qui construit des yeux plus grands que les siens. L'espèce qui refuse de fermer les yeux, qui refuse d'accepter le silence comme une réponse. La question est maintenant pour vous, qu'est-ce que vous allez faire de cet héritage? Reste à savoir si notre legs final sera la lumière que nous aurons allumée ou une ruine silencieuse. Merci de me laisser vos commentaires sur cette vidéo.